Un manoir de 3 étages s'élève dans l'Upper East Side, assemblé non pas à partir d'une, mais de 3 maisons de ville. À l'intérieur de ces murs géorgiens, on trouve 13 chambres, 14 salles de bain et 9 cheminées fonctionnelles. Un ascenseur privé glisse devant chaque étage jusqu'à ce qu'il s'ouvre sur un jardin de 283 mètres carrés caché derrière de hautes grilles en fer. Pour beaucoup, ce type d'espace à Manhattan paraît mythique. Pour Madonna, cela devint une forteresse, mais toujours comparée au souvenir de la minuscule chambre exiguë dans le Michigan ou des pigeons déféqués sur le rebord de la fenêtre. Le saut entre cette image et ce manoir n'est pas seulement architectural, il est existentiel. Son empire de résidence s'étend bien au-delà de Manhattan. En 2017, elle a payé près de 8,9 millions de dollars pour un manoir de style néo-mauresque du XVIIIe siècle dans la campagne portugaise, à environ 32 km de Lisbonne. Il est situé sur des collines ondulantes, loin du bruit de New York, avec des arches et des cours carrelées conçues pour la tranquillité. C'était le genre de refuge impensable lorsqu'elle est arrivée pour la première fois à New York en 1978, avec seulement 35 dollars en poche poursuivant une carrière de danseuse. Pourtant, chaque retraite exposait un peu. Les propriétés attiraient que les médias et les grilles en fer ne suffisaient pas à préserver l'intimité. Elle est assez achetée et vendue des propriétés comme des coups dans une partie d'échecs. Un domaine à Miami de style néo-méditerranéen. Une propriété de 9 chambres achetée pour 4,9 millions de dollars, revendue en 2000 pour 7,5 millions de dollars. Ashcombe House dans le Wiltshire, en Angleterre, acheté avec Guy Ritchie pour environ 9 millions de livres sterling comprenant des écuries, une laiterie et une orangerie du XVIIIe siècle. Un manoir de style campagnard français à Beverly Hills avec 8 chambres, 14 salles de bain et plusieurs hectares de jardins paysagers, acheté pour des millions de dollars et revendu en 2013 pour 19,5 millions de dollars. Chaque achat est une victoire, chaque vente un bénéfice. Mais l'ampleur de la transaction portait un autre poids. L'histoire de la façon dont une fille de Détroit qui collait autrefois une carte postale de Frida Kahlo sur son mur pour se sentir moins seule est devenue une magnate de l'immobilier mondial dont les œuvres d'art valent plus que des pâtés de maisons entiers. Plus tard, elle a acheté le domaine de 12 500 pieds carrés de The Weeknd à Eden Hills pour 19,3 millions de dollars avec 9 chambres, une piscine d'eau salée et un garage pour 5 voitures. Elle l'a mise en vente un an plus tard pour plusieurs millions de dollars. Une maison revendue presque aussi vite qu'elle a été achetée, preuve que son agitation s'étendait même à ses retraites les plus grandioses. Chaque portail mène à un garage, et les garages de Madonna sont devenus les symboles d'un autre type d'empire. Au centre brille une Maybach 62S, une berline semblable à une limousine, estimée par certains médias à plus d'1 million de dollars. À côté, un Cadillac Escalade, le SUV américain par excellence, dont le prix avoisine les 111 000 dollars. La flotte comprend également un Range Rover SV Autobiographie d'une valeur d'environ 220 000 dollars, une Mercedes Maybach S550 à près de 170 000 dollars et même une Dodge Challenger SRT L4, le choix des amateurs de muscle car, à environ 80 000 dollars. En tout, la collection est estimée à plus de 2,1 millions de dollars, mais ces machines racontent une histoire faite de contrastes. À la fin des années 70, elle ne conduisait rien de tout cela. Elle était une graffeuse du métro, une tagueuse de graffiti dans le centre de New York qui écrivait « Boy Toy » sur les murs. Cette expression a orné sa boucle de ceinture, sa société de droit d'auteur et maintenant le chrome de ses voitures de luxe. Chaque véhicule est plus qu'un simple moyen de transport, c'est le signe que le tag du métro est devenu la marque d'une flotte mondiale. Même les cadeaux avaient une portée symbolique. Pour son 21e anniversaire, elle aurait remis à son fils Rocco les clés d'une Jaguar Mark X 4,2 967. La voiture avait des sièges en cuir crème, environ 67 000 miles au compteur, et même un module à écran tactile caché dans le tableau de bord vintage. Pour lui, c'était un cadeau. Pour elle, c'était une façon d'affirmer qu'un garçon élevé dans des maisons de campagne anglaises recevrait malgré tout un morceau de l'histoire de Jaguar. Pourtant, comme tant de ses gestes, le cadeau a suscité autant de gros titres que de gratitude. Maison et voiture symbolisent la richesse, la scène incarne le pouvoir. En 2008, sa tournée Sticky & Sweet est devenue la tournée la plus lucrative jamais réalisée par une artiste. Au fil des décennies, elle est devenue la première femme à gagner plus d'1 milliard de dollars uniquement grâce à ses performances sur scène. Ces chiffres paraissent cliniques sur le papier. En réalité, ils étaient vécus comme des spectacles. Les stades étaient pleins à craquer et les installations d'éclairage consommaient en des quantités d'énergie dignes de l'industrie.
Chaque soir n'était pas seulement un concert, mais une démonstration de force industrielle réorientée vers la musique. Sa tournée Sticky and Sweet venait de battre des records, en devenant la plus lucrative jamais réalisée par une artiste. Pour mesurer le chemin parcouru, il faut revenir au début des années 80. Le clip de Burning Up a été tourné avec un budget dérisoire. Dans ce clip, elle conduit une voiture amphibie et chante en playback la nuit. Lors du tournage, une grue de 7 tonnes a failli tomber sur son bateau. L'équipe a rappelé qu'en cas de glissement, elle aurait pu ne pas s'en sortir du tout. Elle portait des boucles d'oreilles crucifix de Marie-Paul et des bracelets en caoutchouc découpés dans des courroies de machines à écrire. Pas de manoir, pas de Maybach, juste du cran, de l'improvisation et du danger. Comparer ce moment où elle a failli mourir aux tournées de stade à $1 milliard des décennies plus tard suscite l'admiration, non seulement pour ce qu'elle a bâti, mais aussi pour ce qu'elle a surmonté. Mais la lumière des projecteurs qui a amplifié ses triomphes a aussi exposé ses prises de position. Lors d'une interview, elle a rejeté ce qu'elle voyait comme les écueils du féminisme de la deuxième vague. Le mouvement des femmes voulait ressembler aux hommes. Je trouve ça absurde. Ce commentaire a divisé le public. Les admirateurs y voyaient de l'indépendance, les critiques de la provocation. Les tensions familiales reflétaient bon cette friction. En 2008, son frère Christopher Cicconi a publié Life with My Sister Madonna, un livre de mémoire qui levait le voile avec des anecdotes peu flatteuses. Leur relation ne s'est jamais rétablie, et cette blessure avait une certaine ironie. Christophe avait été son plus proche collaborateur, l'aidant à créer ses décors de scène. Le coût de l'Empire se mesurait non seulement en dollars, mais aussi en distance avec les siens. Sa collection d'art illustrait ce paradoxe. Elle a raconté avoir collé une carte postale de Frida Kahlo dans sa chambre d'enfant pour se réconforter. Des années plus tard, elle avait des originaux, mais refusa d'en prêter un à Détroit. De la carte postale scotchée au coffre-fort verrouillé, ce parcours était à la fois impressionnante et aliénante. La même collection comprend les bustes de Picasso, Femme à la frange, achetés vers 2000 pour près de $5 millions. Une photographie de Kiki de Montparnasse nue par Man Ray et des œuvres de Tamara de Lempicka à propos de laquelle elle s'est un jour vantée « J'ai un musée Lempicka ». Estimée à plus de $100 millions, la collection est à la fois un objet de vénération et une source de ressentiment. Derrière ces choix se cachait une dynamique consistant à bâtir, puis à défaire, à gagner, puis à en payer le prix. En 1992, elle a fondé Maverick Records via un accord de $60 millions avec Time Warner, signant des artistes comme Alanis Morissette et devenant temporairement aussi influente en affaires que sur scène. Cependant, les luttes internes ont affaibli l'Empire, et sa part a été rachetée, une victoire annulée par la machine qui l'avait vue naître. Même lorsque les contrats et les collections la définissaient, les absences pesaient lourd. En 1979, elle avait refusé un contrat discographique belge pour préserver son contrôle artistique. Cet instinct de refus, de s'éloigner des victoires faciles, s'est retrouvé dans chaque accord ultérieur. La même femme qui allait accumuler 11 titres de musicienne la mieux payée était aussi celle qui avait refusé sa première chance de signer un contrat à l'étranger, préférant la fin au compromis. Ces choix ont également financé la philanthropie. En 2006, elle a cofondé Raising Malawi, y consacrant des fonds personnels, dont $1 million pour un complexe d'accueil d'orphelins. C'était une cause qui faisait écho à son identité maternelle, étant alors mère de 6 enfants, Lourdes, Rocco, David, Merci, et les jumelles adoptées Stella et Aster. Elle a construit des écoles, financé des cliniques et accueilli des enfants chez elle. Pourtant, ces méthodes ont fait l'objet d'un examen minutieux. Ces adoptions ont été à la fois saluées et controversées au Malawi et à l'étranger. Le paradoxe était cruel. Une femme ayant transformé le chagrin d'avoir perdu sa mère d'un cancer du sein à l'âge de 5 ans en un empire de gestes maternels, mais confrontée à la suspicion à chaque main tendue. Son impact suscitait à la fois admiration et méfiance. La tension entre le spectacle et le coup se manifestait aussi dans son propre corps. Sur scène, elle suscitait l'émerveillement. On peut imaginer le point culminant de la tournée Sticky and Sweet, les écrans LED clignotants, les vérins hydrauliques s'élevant, les basses envahissant l'air du stade. La mise en scène a été décrite comme étant à l'échelle industrielle, presque militaire. Hors ce scène, elle subissait une usure physique. Des années de danse avec Martha Graham et Pearl Lang lui avaient apporté contrôle, mais aussi des articulations de marathonien. Les jambes qu'il avait mené des bars miteux au stade portaient aussi des cicatrices. Chaque saut devant 50 000 personnes était compensé par le silence, en coulisses, des poches de glace et la récupération. Les victoires se comptaient en milliards, les blessures en échymoses. La vie familiale suivait le même schéma.
Son premier mariage avec Sean Penn de 1985 à 1989 était une union souvent décrite dans les médias comme tumultueuse. Son second mariage, avec Guy Ritchie de 2000 à 2008, l'a ancré dans des propriétés de campagne anglaises, des haras et des maisons de ville géorgiennes. Même ces 9 années se sont soldées par un divorce. Le domaine d'Ashcombe, avec ses écuries et son orangerie, est devenu le symbole de cette période, acheté et vendu en même temps que le mariage lui-même. Les enfants sont devenus le fil conducteur durable. Lourdes, son premier enfant, s'est tourné vers la mode, Rocco vers la culture du skate, et les adoptions malawiennes sont devenues à la fois une cause et une controverse. Malgré les manoirs et les Maybach, l'image la plus discrète restait celle de Madonna main dans la main, avec ses jumelles devant une école londonienne. Ces petites manies ajoutaient une autre dimension. En 2025, elle est apparue sur TikTok arborant des grills en lapis et diamants, des bijoux personnalisés pour ses dents. Elle avait déjà porté des grills en or et diamants en 2013, les défendant comme un cadeau d'anniversaire. Elle appréciait ses dents laides. Pour certains, c'était une extravagance, pour d'autres, un refus de se conformer à l'injonction de vieillir avec grâce. Aux Golden Globes en janvier 1998, elle portait une robe de la collection automne-hiver de Balenciaga. Un mois plus tard, à Miami, elle portait un haut en soie dévoré à volant signé « Voyage ». Même en sortant de Harper Lee Hall en février 1998, elle transformait le trottoir en podium, portant un manteau vintage à motifs inspiré d'un tapis et un sac en nylon de Prada. Le détail peut sembler anodin, mais dans la mode, le détail est porteur de sens. Chaque tenue, comme chaque parole, est devenue un marqueur culturel de son époque. Et la blessure ici, c'était la perception publique, l'adoration de certains, le rejet des autres, mais toujours le jugement. Ces contradictions étaient rarement cachées. Dans un article de couverture d'une interview en 1985, elle a déclaré « La tristesse est un professeur, et le bonheur est vraiment un cadeau ». Dans une autre interview, elle a dit « Je ne me prends pas trop au sérieux ». Je pense que c'est une qualité à laquelle il faut tenir. Il faut savoir rire, surtout de soi-même. Pourtant, ces propos légers côtoyaient des souvenirs plus sombres. Avoir frôlé la mort sous une grue qui s'effondrait, des querelles familiales devenues mémoire et des trahisons liées à l'art et à l'argent. L'oscillation était constante. Elle tenait à l'humour, mais portait des cicatrices. Et pourtant, l'émerveillement demeure indéniable. Considérez son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, dès sa première année d'éligibilité. C'était plus qu'une étape dans sa carrière. C'était la reconnaissance que la jeune fille de Bay City, Michigan, arrivée à New York avec à peine $1, avait fait basculer la culture pop. Elle a transformé les concerts en spectacles industriels, les manoirs en pièces d'échecs et la rébellion personnelle en influence mondiale. Son album Ray of Light en 1998 lui a valu ses premiers Grammy Awards, non seulement pour les ventes, mais aussi pour son art, pour avoir intégré la musique électronique et le mysticisme dans la pop grand public. Le savoir-faire élevé au rang de culture. Le contraste final persiste. À Détroit, elle observait des pigeons salir sa fenêtre. À New York, elle a bâti une maison de ville avec jardin secret. À Lisbonne, elle a parcouru les cours carrelées d'un palais mauresque. À Eden Hills, elle a rempli une grange de chevaux, une piscine d'eau salée, un garage de Maybach. Chaque gain, blessure ou contradiction se reflétait dans des propriétés, voitures, toiles et enfants. Le prix à payer était des conflits familiaux, la suspicion, des moments où elle a frôlé la mort et le poids d'une exposition constante. L'héritage, ce sont des milliards gagnés, des barrières culturelles brisées et un talent artistique vénéré. Elle-même l'a dit clairement. Les écueils du mouvement des femmes étaient que les femmes voulaient être comme les hommes. Je pense que c'est des conneries. Elle voulait être Madonna, quelque chose de plus étrange, plus tranchant, plus durable. À ce jour, la question demeure de savoir si l'empire de maisons, de voitures et d'art valait les fractures qu'il a causées. Mais l'admiration demeure inébranlable. Parce que sous les controverses, derrière les grilles et à l'intérieur des coffres, se trouve le savoir-faire d'une femme qui a maîtrisé l'art de se transformer en spectacle vivant, un spectacle qui a changé la musique, la mode et la culture à jamais.